de son côté semble ravi de sa décision. Germaine lui conseille de rentrer rapidement à la maison avec tous ses morceaux avant de changer des avis. Elle se tourne ensuite vers Carole qui revient de sa date. Carole avoue qu'elle a passé une soirée agréable mais qu'elle ne reverra probablement pas le garçon car c'était un désastre malgré ce qu'elle veut bien admettre. Germaine triomphante rappelle à sa fille que les hommes ne sont que des sources de problèmes. Elle suggère à Carole d'utiliser son expertise en psychologie pour aider Bruno et Geneviève à traverser leur crise proposant une séance de psychothérapie familiale dans le salon. Chapitre 12. Carole hésitait à accepter la proposition de sa mère craquant finalement devant l'insistance de Germaine. Elle décide d'organiser une séance de thérapie mais pose une condition stricte: Germaine ne doit pas intervenir. Germaine accepte affirmant qu'elle sera comme une petite mouche mûre sur le mur totalement invisible. Le salon est prépare pour la séance. Bruno et Geneviève sont présents bien que l'atmosphère soit électrique. Carole commence par expliquer les règles de la psychothérapie mais Germaine ne peut s'empêcher de l'interrompre immédiatement. Elle demande pourquoi ils n'ont pas des étiquettes ou de badges avec leur nom comme dans les émissions de télévision. Carole tente de garder son calme expliquant qu'il n'y a pas besoin de badge. Germaine insiste affirmant que c'est une erreur de procédure et commence à imaginer des scénarios catastrophes où des pilotes des avions oublieraient de sortir les roues parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure. La séance tourne rapidement au chaos alors que Germaine et Carole commencent à se disputer sur l'importance des étiquettes et des procédures transformant ce qui devait être une réconciliation en un règlement de compte familial. Chapitre 13. Le lendemain de la séance de thérapie désastreuse, la cuisine de Germaine ressemble à un champ de bataille après la pluie. Grand-papa est toujours là, imperturbable, tandis que Carole tente de digérer son échec professionnel face à sa propre mère. Germaine, elle, est déjà passée à autre chose. Elle reçoit la visite de Monsieur le curé Saint-Pierre, venu prendre des nouvelles de la famille. Germaine l'accueille avec un zèle suspect, lui proposant une tasse de café qui a la couleur du goudron. Le curé, avec sa bonhomie habituelle, tente d'insuffler un peu de spiritualité dans la maison, mais Germaine ramène tout à des considérations bassement matérielles. Elle demande au curé si Dieu a un plan pour les hommes qui ne pensent qu'à leur entrejambe, citant l'exemple de Bruno qui refuse de s'engager sérieusement. Le curé, un peu embarrassé, essaie de parler de la sainteté du mariage, mais Germaine l'interrompt pour dire que si le mariage était si saint, on n'aurait pas besoin de champagne pour fêter les divorces. Chapitre 14. La discussion avec le curé prend une tournure inattendue quand Germaine commence à critiquer la propreté de l'église. Elle affirme avoir vu de la poussière sur les pieds de Saint Antoine et propose de venir faire un grand ménage de printemps au presbytère. Le curé, sentant le danger, tente de décliner poliment, mais Germaine est déjà en train de lister les produits nettoyants qu'elle compte apporter. Elle lui explique que la propreté est la demi-sœur de la piété et qu'avec elle, même le diable n'oserait pas laisser de traces de pas. Carole observe la scène avec un mélange de honte et d'amusement, se demandant comment le pauvre homme va réussir à s'échapper. Finalement, le curé prend la fuite sous prétexte d'une confession urgente, laissant Germaine convaincue qu'elle a accompli une œuvre de charité. Chapitre 15. L'après-midi est marqué par le retour de Bruno, qui semble avoir retrouvé un peu de poil de la bête. Il annonce à sa mère qu'il a décidé de prendre les choses en main et de s'inscrire à un cours de cuisine pour impressionner Geneviève. Germaine éclatait de rire, affirmant que la seule chose que Bruno sait cuisiner, c'est de l'eau bouillante, et encore, il arrive à la brûler. Elle lui propose plutôt de lui apprendre les rudiments de sa fameuse tourtière, mais Bruno insiste pour faire preuve d'indépendance. Il veut prouver qu'il peut être un homme moderne et polyvalent. Germaine, sceptique, lui rappelle que l'homme moderne est une invention des magazines pour vendre des rasoirs électriques et que rien ne vaut un homme qui sait manier le balai et la pelle à neige. La tension entre les deux remonte, mais cette fois, c'est une dispute presque affectueuse, un jeu de pouvoir familier où chacun tente de garder son territoire. Chapitre 16. La journée se termine avec Carole qui relit ses notes de psychologie, essayant de comprendre pourquoi sa mère est si réfractaire à toute forme de logique. Elle finit par conclure que Germaine n'est pas une patiente, mais une force de la nature qu'on ne peut pas soigner, seulement apprivoiser. Germaine, pendant ce temps,
prépare le souper pour Grand-Papa qui recommence à réclamer son dessert. Elle lui promet une pointe de tarte au sucre s'il arrête de parler de son enterrement pendant au moins 10 minutes. Le calme revient peu à peu dans la demeure des Lebrun, une paix précaire qui ne demande qu'à être rompue par la prochaine idée farfelue de Germaine. Car dans cette maison, l'ennui est le seul ennemi que le balai de Madame Lebrun n'arrive pas à chasser totalement. Chapitre 1. La tornade Germaine. Le soleil se levait à peine sur le quartier de Verdun, mais dans la demeure de la famille Lebrun le calme était déjà une notion abstraite. Germaine Lebrun, une femme dont la vitalité aurait pu alimenter une centrale électrique entière, et s'agitait dans sa cuisine avec une énergie débordante. Elle ne se contentait pas de vivre, elle occupait l'espace. Chaque geste était une affirmation de son existence et chaque parole une petite bombe de sagesse populaire ou de sarcasme bien place. Elle tenait un plumeau dans une main et une tasse de café oubliée dans l'autre. Grand-Papa Adler était assis dans son fauteuil habituel, le regard vide et la mine basse. Cela faisait 3 jours qu'il ne fermait plus l'œil, la faute à une insomnie tenace ou peut-être simplement au vacarme incessant que Germaine entretenait sous prétexte de faire briller chaque recoin de la demeure. « Bienvenue chez Madame Lebrun » criait-elle presque pour couvrir le bruit de ses propres mouvements. Elle s'arrêta net devant le vieil homme dont la casquette semblait peser une tonne sur sa petite tête. « Qu'est-ce qu'il y a, Grand-Papa, tu as encore l'air d'un revenant qui rate son autobus vers elle au-delà. Il faut se secouer un peu, la poussière ne va pas s'envoler par miracle. » Adler murmura une plainte inaudible à propos de son manque de sommeil, mais Germaine était déjà repartie dans ses pensées. Elle jetait un regard critique sur un buffet qui selon elle n'était pas assez luisant. « Je faisais juste un petit peu de ménage. La J était justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais, mais le ménage pour moi c'est un combat de tous les jours, une mission sacrée, une lutte contre le chaos ordinaire. » Elle s'adressait autant à elle-même qu'au public invisible qu'elle semblait toujours imaginer autour d'elle. Elle utilisait le terme ménage comme si c'était une affaire d'État, une stratégie militaire complexe pour bouter la poussière hors de son royaume. « À bonne tailleule, Germaine se gronda TLA. Elle-même, je suis bien sale, il faudrait que je me nourrisse un peu pour garder mes forces car on ne gagne pas une guerre et l'estomac vide. » Soudain elle se frappa le front d'une main vigoureuse. « J'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui, dit-elle en désignant le sous-sol où Adler aimait parfois se réfugier. Elle se tourna vers son beau-père avec une tendresse brusque. « Ferme-toi, moi j'y ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi, tu es plus têtu qu'une mule un jour de pluie. » Germaine aimait rappeler ses exploits de mère courage. Elle avait traversé les tempêtes de la vie avec un tablier pour seule armure. « Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, le ménage. Et l'autre jour, monsieur le cure Saint-Pierre m'a fait une petite visite. Il regardait partout avec ses grands yeux ronds. Il scrutait chaque coin de la maison. Il m'a dit, Madame Lebrun, vous et le bon Dieu vous tenez une morde et une belle mêle. » Elle s'esclaffa d'un rire gras et communicatif. J et dit merci beaucoup monsieur le cure, merci beaucoup, mais je pensais dans moi-même je devrais voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul, parce que soyons honnêtes, le Seigneur a bien des autres chats à fouetter que de passer là. Vadrouille dans mon salon, il doit gérer les étoiles et les pêcheurs pendant que moi je traque les miettes de pain. Pour Germaine, la vie n'était pas compliquée, elle avait pas son existence à frotter, à laver et à ranger. Elle s'était mariée à l'âge de 18 ans avec Roger Lebrun, un homme dont elle gardait un souvenir mélange de respect et de lassitude. « C'est mon fils à lui, ce Roger, dit-elle en montrant une vieille photo de famille. Je me suis mariée à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Le lendemain, bim, tu as su ce que c'était que le vrai ménage, car les couches ne se changent pas toutes seules par la grâce de l'Esprit Saint. » Alors qu'elle s'apprêtait à s'attaquer aux vitres, la porte s'ouvrit sur sa fille Carole. Carole était le portrait crash de la persévérance, une jeune femme qui jonglait entre son travail de serveuse et ses études de psychologie, un exploit qui forçait l'admiration de sa mère, même si cette dernière ne. Elle avouait que rarement. « Allô maman » lança-t-elle en entrant avec un sac de livres sous le bras. « Allô ma belle » répondit Germaine sans cesser de s'agiter. Grand-Papa a l'air tout calme aujourd'hui, tu ne trouves pas? On dirait qu'il médite sur le sens de la vie ou qu'il attend simplement que le café refroidisse. Carole jeta un regard inquiet vers le vieil homme. « Bien oui, je ne sais pas pourquoi » répondit-elle un peu distraite. Elle semblait plus préoccupée par sa propre apparence que par les insomnies de son grand-père. Elle ajustait nerveusement sa coiffure devant le miroir de l'entrée. « Et grosse date ce soir, toi » demanda Germaine avec un clin d'œil malicieux qui fit tressaillir Carole. « Ce n'est pas une date maman » soupira Carole en ajustant sa veste. « C'est juste un petit verre tranquille avec une connaissance, rien de plus. Ne va pas imaginer un mariage et 3 petits-enfants dès ici demain matin. »
Germaine s'arrêta net et croisa les bras sur sa poitrine, un petit verre tranquille. Ça c'est ce que tous les hommes disent, c'est le vieux refrain pour endormir la méfiance. Les autres ils pensent que la vodka est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Tu peux bien rire ma fille, mais tu ne me le diras pas à moi. Une seconde tu es en train de siroter un pina colada dans une ambiance tamisée et la seconde des après tu as les deux pieds jetés dans les étriers et il y a le docteur qui crie ne poussez pas vers vous le 10. Maman, j'y ai compris, intervint Carole, les joues rouges de pudeur. Tu es vraiment incorrigible, ton imagination devrait être classée monument historique tellement elle est vaste. Germaine haussa les épaules avec philosophie. Oh boy, tout ça pour ça. Bon, j'y vais maman, ajouta la jeune femme en se dirigeant vers la sortie, fuyant les conseils trop explicites de sa génitrice. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune, demanda Germaine en tendant une cafetière fumante comme un dernier rempart contre le monde extérieur. Non, 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 je suis déjà en retard, et s'exclama Carole en ouvrant la porte. Germaine la regarda partir avec un mélange de fierté et d'inquiétude maternelle. Tu as déjà peur que lui aussi il arrive en retard et après ça il va venir trop vite. Tu parles d'une affaire, toi. Elle soupira puis cria une dernière fois Carole, Carole, ma belle Carole. Quoi, maman, demanda Carole en revenant sur ses pas un peu agacée. T'es magnifique, dit Germaine avec une sincérité soudaine qui fit fondre la tension des un coup, mais regarde tes petites culottes quand même, on ne sait jamais si un courant des airs passe ou si la chance tourne. Carole secoua la tête en souriant et disparut. Enfin Germaine se retrouva seule avec Adlar et ses balais. Mais je ne suis pas juste une ménagère, non, 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 je tiens aussi un kiosque aux marches de L au genre des fruits et des légumes. Oui, je pense que ça fait de moi une femme des affaires respectée dans tout Verdun. Elle aimait son travail aux marches même si les clients elle exaspérait souvent par leur manque de bon sens. Ne me parlez pas des clients qui viennent taponner la marchandise sans aucune raison valable. Et l'autre jour j'y ai vu une femme, j'y ai dû lui dire madame ça c'est est une banane pas une bisoune, elle ne deviendra pas plus grosse parce que vous la tentez ou que vous la flattez. Si ce n'est pas malheureux de voir une telle ignorance des lois de la botanique. Elle rit de sa propre blague et se remit au travail car chez les Lebrun le repos n'était qu'une légende urbaine, une histoire qu'on raconte aux enfants pour les endormir, et Germaine était la gardienne des un temple où la propreté et l'amour vache et l'humour étaient les seules lois en vigueur. Elle savait que la journée ne faisait que commencer et que chaque heure apporterait son lot de défis, de rire et peut-être même quelques vérités cachées sous le tapis. Chapitre 2. Le mystère de la perruche et le docteur. Le silence était une denrée rare dans la cuisine des Lebrun, mais ce matin-là il régnait une lourdeur particulière. Grand-papa Adlar n'avait pas seulement l'air fatigue, il avait l'air d'un homme qui portait le deuil de l'humanité entière. Germaine entra dans la pièce, une spatule à la main, et s'arrêta devant le vieil homme. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa, demanda TLD d'un ton qui se voulait compatissant mais qui sonnait plutôt comme un interrogatoire. Je me sens pas bien, répondit Adlar d'une voix chevrotante. Germaine leva les yeux au ciel. Tu as 92 ans, Adlar, c'est normal que tu ne te sentes pas bien à cet âge-là. Si tu te réveillais et que tu n'as mal nulle part, c'est probablement que tu es mort et que tu n'as pas encore reçu la notification officielle. Maman, intervint Carole qui venait de descendre l'escalier en ajustant son sac. Peut-être que grand-papa est malade pour de vrai, regarde sa mine, on dirait une pomme de terre oubliée au fond du cellier. Germaine s'approcha et scruta le visage du vieil homme. Prends pas de chance, il devrait appeler le docteur Lépine, suggéra Carole. Le docteur Lépine, s'exclama Germaine en agitant sa spatule. Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père, mais bon de toute façon au moins il est assuré pour ses funérailles, on ne perdra pas au change. Maman, protesta Carole, choquée par le pragmatisme brutal de sa mère. Des accords, je vais l'appeler ton docteur Lépine, soupira Germaine. Tout ça est à cause de sa maudite perruche. Quoi, sa perruche, demande Carole surprise. Oui, il l'a trouvée morte ce matin, expliqua Germaine. C'est ça, il doit être triste de ne plus avoir personne à qui raconter ses vieilles histoires de guerre. Qu'est-ce que tu veux à cet âge-là, sa perruche morte? Il est sûr qu'il n'est pas au pays des merveilles. Avec un peu de chance, il va nous faire une petite déprime et on aura enfin la paix pendant 2 jours. Peu de temps après, le docteur Lépine fit son entrée dans le salon. Il avait l'air aussi use que son stéthoscope et portait une mallette qui semblait contenir des remèdes datant du siècle dernier. Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père, dit-il d'un ton monocorde. Prenez votre temps avec lui, docteur, répondit Germaine en s'appuyant contre le cadre de la porte. Il n'est pas presse de toute façon, il attend juste que le temps passe. Un grand-papa, est-ce que tu es prêt à mourir? Oui, ça va être fait vendredi, répondit Adlar avec un sérieux qui fit frissonner Carole.
Le docteur commença son examen sous l'œil attentif et critique de Germaine. Il va falloir des tests plus approfondis, annonça-t-il après quelques minutes de manipulation des tests et s'inquiéta Germaine. Ça va-tu coûter cher ça? Oui, j'y aurais besoin d'un échantillon de ses selles et de son urine, précisa le médecin sans sourciller. Adler, qui n'avait pas tout saisi, demanda d'un air perdu qu'est-ce qu'il dit. Il veut et Bobette Grand-Papa, cria Germaine pour être sûr d'être entendu. Monsieur Lebrun, reprit le docteur, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous mets le thermomètre en bouche. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous, plaisanta Germaine avec un rire gras qui fit grimacer le docteur. Bon, bien, c'est pas le choix, continua Lépine, il va falloir que je prenne sa température rectale. Pourriez-vous m'aider, madame? Avec plaisir, et s'exclama Germaine en se retroussant les manches. Elle s'approcha des Adler et lui chuchota à l'oreille. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise, Grand-Papa.